Iniciamos la sesión de clausura que versa sobre el derecho a la ciudad, un nuevo derecho humano a conquistar en un mundo globalizado. ¿De qué herramientas y estrategias nos dotamos para hacer de nuestras metrópolis unas ciudades sostenibles y solidarias? El derecho a la ciudad es un derecho humano en un mundo globalizado. El derecho a la ciudad es un derecho que fija los fundamentos de la civilización global. En el año 2010, en esta histórica ciudad de Saint-Denis, alumbramos la Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos en la Ciudad, que significó el nacimiento de un nuevo derecho y significó también la génesis de un movimiento político, social, cultural en favor del derecho a la ciudad. Merced al liderazgo de alcaldes como Patrick Brassuet, entonces alcalde de Saint-Denis, alcaldes de ciudades de Barcelona, de Palermo, de Ginebra, de Estocolmo, se concibió el derecho a la ciudad como un derecho emergente, con la finalidad de refundar nuestras ciudades bajo el paradigma de los derechos humanos. Pero también alumbramos un conjunto de movimientos, animamos un conjunto de movimientos políticos sociales para dar arraigo a las personas más vulnerables, para vincular los derechos humanos a la ciudad y para vincular la ciudad a los derechos humanos. Las ciudades se convertían en protagonistas del cambio civilizatorio, porque no puede haber un orden global que no cuente con el apoyo de las ciudades. Y las ciudades emergían en la escena mundial aportando un modelo de convivencia política, social y económica, un modelo convivencial de existencia de las personas, de los residentes en cada una de las ciudades, para vivir en dignidad. Las ciudades aportaban al orden global ese fundamento ideológico que impulsa un orden global más justo, más equilibrado, que permita superar la fragmentación del mundo en que vivimos. En el año 2000 también construimos un derecho humano emergente, un derecho in proces, un derecho de carácter abierto que tiene que ser construido de abajo arriba en cada una de las ciudades. Por lo tanto, un derecho que no es absoluto, sino un derecho concreto, universal, que es un derecho global para una civilización global. Yo en esta presentación querría resaltar que las ciudades, en una situación, en un escenario de crisis, en una situación de emergencia social, las ciudades tienen que adoptar un nuevo protagonismo en liderar políticas sociales, políticas que den virtualidad en la vida cotidiana a los derechos políticos, sociales, culturales y económicos. Si en el año 2000 se alumbró este derecho a la ciudad, que ha tenido reflejo y ha tenido proyección en constituciones como la Constitución de Ecuador, en leyes como leyes de Brasil, de México, de España, en prácticas municipales de muchas ciudades francesas, italianas, de países latinoamericanos. Pero este derecho a la ciudad necesita del esfuerzo permanente para hacerlo, para que enraice en la vida cotidiana de los ciudadanos, de forma que la ciudad se convierta en institución de la solidaridad y que la ciudad se convierta en institución de la democracia real. La ciudad como institución de solidaridad, porque es necesario emprender planes de acción, como se recoge en la Carta Agenda Mundial aprobada
por los derechos humanos en la ciudad, aprobada en Florencia el 11 de diciembre del año pasado, requiere activar políticas sociales en favor de los más desfavorecidos, de las personas más vulnerables. Y requiere también hacer que la democracia real se viva en la ciudad, de forma que ese concepto de ciudad como espacio público compartido en el cual todos los ciudadanos realizamos nuestra vida política, social, cultural y ecológica, sea una realidad. Yo ayer, cuando escuchaba a representantes de muchas ciudades hablar de las políticas en favor de los microcréditos o en favor del transporte gratuito o en favor del poder acceder a alimentos frescos o de realizar proyectos inclusivos en favor de la alimentación de las personas más vulnerables, yo creo que era patente que es el reconocimiento más expresivo de lo que es el derecho a la ciudad. Son estas políticas públicas que hacen de la ciudad un espacio convivencial. Yo por eso, cuando el día 10, el pasado lunes, se otorgaba el premio Nobel de la Paz a la Unión Europea, sin duda por sus méritos o por su contribución a crear un espacio en el planeta en el cual no ha habido guerras en los últimos 60 años, un espacio de convivencia que ayuda al desarrollo y también un espacio político que ha ayudado a los movimientos, a que muchos pueblos del Mediterráneo tomen la palabra, en Túnez, en Libia o en Egipto. Yo pensaba ayer, digo, es una contribución relevante a la paz, pero sin duda las ciudades representadas en ciudades y gobiernos locales unidos, sin duda esas ciudades son las que con sus políticas diarias son las que aportan un elemento de civilización a esta civilización que hoy todavía la percibimos como injusta. Son esas ciudades sin duda las que merecerían ser candidatas al Premio Nobel de la Paz. Y ya damos la palabra a los diferentes participantes, iniciaremos las intervenciones. Por Guy Massiach, que es miembro del Consejo Consultivo de ATAC y también es miembro del Consejo Consultivo del Foro Social, que hará una primera intervención de forma general sobre la configuración del derecho a la ciudad. Muchas gracias. Merci beaucoup et bonjour à tout le monde. Et donc, je vais vous proposer quelques réflexions sur le droit à la ville et je vais vous proposer quelques réflexions à partir d'une hypothèse qui est l'hypothèse qui vient de mes pratiques, c'est qu'on peut réfléchir la situation dans laquelle on est et ses perspectives à partir de l'action des mouvements sociaux. Donc, qu'est-ce que les mouvements sociaux nous apprennent par rapport au droit à la ville et qu'est-ce que les mouvements sociaux nous apprennent par rapport à la situation dans laquelle nous vivons? Donc, je pars de l'hypothèse que le droit à la ville est une proposition très forte qui n'est pas coupée d'un projet d'émancipation. Que si on parle de droit à la ville, c'est qu'on s'inscrit dans l'idée d'une transition globale de nos sociétés et pas simplement dans un ajout, dans une nouvelle étape qui rajouterait un droit à d'autres droits et qui pourrait être réalisé indépendamment d'une rupture d'ensemble, d'une redéfinition de la ville. Donc en fait, la question c'est comment le droit à la ville permet de redéfinir la ville. Et pour redéfinir la ville, évidemment, nous ne pouvons pas le faire en dehors d'une réflexion sur la transition des sociétés, sur la transition sociale. Et donc, je vous proposerai simplement trois réflexions. L'une sur l'idée de ce qui se passe dans les forums sociaux aujourd'hui, à partir des forums sociaux, et qui est dans quelle situation nous sommes et quelles sont les perspectives
du point de vue des projets d'émancipation. Et la seconde, c'est que je partirai d'une expérience que je viens de vivre, qui est Africité, qui est la rencontre panafricaine des maires, et qui a pris comme objectif, comme thème général, construire l'Afrique à partir de ses territoires. Et donc, je partirai de cette hypothèse, comment construire à partir des territoires. Et puis la troisième, c'est quelles leçons nous pouvons tirer du nouveau cycle de révolution et des nouveaux mouvements depuis 2008, à partir de la Tunisie jusqu'aux indignés, à Occupy Wall Street, etc. Voilà. Donc, effectivement, je serai très bref, ce sera juste quelques hypothèses très schématiques. Le premier, c'est que nous sommes dans une période de crise, et cette crise, elle commence d'ailleurs, elle s'exprime à travers évidemment la financiarisation, évidemment la question de la crise financière, mais elle contient des éléments extrêmement forts du point de vue du logement et de l'espace. N'oublions pas qu'en 2008, c'est sur la crise des subprimes que commence la crise financière, enfin qu'éclate la nouvelle crise financière. Et aujourd'hui, on voit bien la place que le logement occupe, notamment dans la situation de la crise. Et on voit bien en Espagne, par exemple, les suicides dus aux expulsions. Comme on voit comment une ville comme Détroit, ou comment beaucoup de villes, sont en fait des villes bombardées par l'endettement. Donc, nous sommes dans une situation dans laquelle la question du logement et la question de la ville sont complètement liées à la question de la crise. Sur la question de la ville, nous voyons bien la conséquence de l'application des idéologies sécuritaires dans la gestion des villes, en termes de ségrégation spatiale, en termes de ségrégation sociale, en termes d'évolution par rapport aux libertés. Et donc, posons-nous la question, effectivement, quelles sont les transitions possibles? Est-ce qu'on peut voir, par rapport à la crise actuelle, quelles sont les perspectives possibles? Et là, nous voyons que, comme toujours dans l'histoire, il y a plusieurs perspectives possibles dans une transition. Il n'y a pas une seule alternative, il y a plusieurs alternatives. D'ailleurs, le mot d'ordre du Forum social mondial, c'est « un autre monde est possible ». On n'est pas obligé d'accepter le monde dans lequel nous vivons. Et donc, quels sont les mondes possibles, quels sont les modèles qui, du point de vue des villes, notamment des sociétés et des villes, se proposent à nous? Bon, il y a eu justement à Rio + 20, il y a quelques mois, une conférence sur justement environnement et développement, en fait, et sur l'évolution de la situation. Et là, les choses se sont beaucoup clarifiées d'une certaine manière. Parce qu'on a vu, d'une certaine manière, s'opposer ou se présenter trois modèles de transition. Le premier modèle est un modèle que l'on pourrait appeler finalement la poursuite de la financiarisation. Et malheureusement, c'est ce modèle qui a été repris par les États et par les Nations Unies sous le nom de l'économie verte. Qu'est-ce que ça représente, l'économie verte? C'est une idée que la sortie de crise passe par le marché illimité nécessaire à la croissance. Donc c'est l'idée de la poursuite de la croissance productiviste pour sortir de la crise. Mais évidemment, elle propose d'élargir le marché mondial à partir du marché vert par la financiarisation de la nature et la marchandisation du vivant. Donc la sortie de crise qui est proposée, c'est ça. Et donc, nous voyons que c'est une extension de la financiarisation, parce que, vous savez, la nature, elle produit des services. Elle purifie l'eau, elle capte le carbone, elle fait beaucoup de choses. Mais du point de vue de la logique dominante, ces services ne sont pas très bons parce qu'ils sont gratuits. Et donc, pour qu'ils soient meilleurs, il faut les marchandiser et les confier à des gens, des multinationales, qui, eux, savent comment il faut faire. Et donc, cette question de la gratuité et de la marchandisation est au centre de ce nouveau modèle. Et, effectivement, elle se concrétise par l'élimination de la référence aux droits fondamentaux qui pourraient affaiblir
le marché, justement, qui pourrait affaiblir les marchés. Et donc, on peut dire que les politiques urbaines correspondant et les modèles de ville qui correspondent à cette vision sont le développement de la ville que nous connaissons, que quelqu'un comme Durand-Lasserre appelle la ville libérale mondiale. La ville libérale mondiale, vous savez, c'est quand même une ville, prenons un exemple pour voir ce que c'est, Atlanta par exemple. Si vous prenez Atlanta, il y a un ancien centre-ville qui était la mairie, le tribunal et une université. Et il y a un nouveau centre-ville. C'est le centre, c'est le siège social de Coca-Cola et le siège social de... comment s'appelle déjà cette télévision mondiale oui, TN, voilà, c'est ça. Et puis, à côté de ça, vous avez un grand centre commercial et un espace vert de centre-ville. Donc, c'est un nouveau centre-ville. Et le reste de la ville, c'est quoi? Ce sont des quartiers. Le quartier des Blancs riches, le quartier des Blancs moyens, le quartier des Blancs pauvres, le quartier des Noirs riches, des Noirs moyens, des Noirs pauvres, le quartier des Chicanos riches. Bon, et pour passer d'un quartier à un autre, il faut prendre une autoroute. Il faut prendre une autoroute urbaine. Et sous les autoroutes, vous avez ce que vous voyez dans les séries B, c'est-à-dire l'espace informel, l'espace justement de ce qui n'est pas maîtrisé par la ville. Voilà le modèle de ville que l'on peut voir et qui est le modèle de la ville dans lequel justement il n'y a pas de droit à la ville parce que l'espace est complètement marchandisé, privatisé, financiarisé. Donc voilà un modèle de ville dans lequel, effectivement, il n'y a pas de droit à la ville. Et l'intérêt d'affirmer le droit à la ville, c'est de montrer qu'on n'accepte pas cette ville-là. On n'accepte pas justement cette ville que l'on voit se développer avec son architecture. Vous savez, l'architecture des nouveaux centres-villes, eh bien, c'est les nouveaux hôtels qui ressemblent à des forteresses. Hein. C'est des centres-villes, centres du monde, qui sont coupés du reste de la ville. C'est de ce que j'appelle la narco-architecture, que l'on peut voir à Medellín, à Dubaï ou ailleurs. C'est-à-dire l'utilisation des capitaux, même pour construire des immeubles vides. Voilà, ça. Donc le droit à la ville, effectivement, c'est une contestation de ce modèle de ville. Bon, mais par rapport à ça, il y a quand même un certain nombre de personnes qui savent que ça va à la catastrophe et qui donc proposent une réforme interne du capitalisme, une révolution interne du capitalisme. Ce sont des gens comme Stiglitz, comme Krugman ou comme d'autres. Ce sont donc des gens de l'establishment et qui disent on ne peut pas continuer avec la financiarisation comme ça. Il faut accepter une régulation publique. Il faut accepter une régulation publique et il faut accepter une modification de la mondialisation, non pas avec un seul marché mondial, mais avec une répartition du marché mondial par grandes régions, avec des monnaies régionales, etc. Et donc c'est d'une certaine manière un retour pas complet, à ce qu'on appelait le New Deal, et qu'ils appellent d'ailleurs le Green New Deal, c'est-à-dire un New Deal vert. Et ce New Deal vert, lui, il propose finalement un autre modèle urbain, qui est le modèle urbain, le modèle de ville, qui correspond plus à la ville qui s'est un peu développée entre les années 45 à 80, avec le développement d'une forme de démocratisation, avec le développement d'une forme de redistribution, et donc qui est effectivement une possibilité d'un droit à la ville qui serait en continuité avec les droits de la période 45-80. Le droit à l'éducation, le droit à la santé, le droit à la protection sociale, qui n'avait eu lieu qu'en Europe, évidemment, parce que c'était quand même le centre, je dirais, postcolonial, mais qui, effectivement, ont réussi quand même à montrer, y compris avec le logement social, la possibilité de construire un nouveau type de ville. Et ce nouveau type de ville, effectivement, il est possible et il représente une autre proposition par rapport à la ville libérale mondiale. Bon, ce modèle de ville, le droit à la ville, là, c'est une manière de revenir à ce qu'avaient été les politiques publiques de la période 45-80, avant la victoire du néolibéralisme. Mais beaucoup de mouvements sociaux disent « mais ce n'est pas suffisant, ce n'est pas suffisant, et ça ne va pas marcher, parce que ça ne prend pas en compte l'importance de la contradiction écologique. » Parce qu'effectivement, on ne peut pas construire un marché sur la croissance. Il faut revenir
sur cette hypothèse de départ, parce que, effectivement, on arrive à une limite par rapport à l'écosystème. C'est ce qu'a dit Fernand Braudel à un moment donné. Le système monde est entré en contradiction avec l'écosystème, et c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité. C'est pour ça que c'est une crise structurelle nouvelle. Et donc, on ne peut pas continuer sur la croissance, et cette méthode du marché régulé peut marcher, évidemment, et peut donner des résultats, et peut donner des éléments intéressants, notamment du point de vue des droits, mais ne sera pas suffisante. Il faut aller plus loin, il faut accepter une rupture. Et les mouvements sociaux, actuellement, essayent de définir cette rupture. Et ils la définissent à partir de nouveaux concepts, de nouvelles définitions. Par exemple, ils mettent en avant l'idée du bien commun. Ils mettent en avant l'idée du bien vivre par rapport à la consommation complète. Ils mettent en avant la révolution de la démocratie, la démocratisation de la démocratie. Ils mettent en avant la question des services publics. Ils mettent en avant la question de la gratuité. On a vu comment un certain nombre de villes essayent de construire des nouvelles voies par rapport à la marchandisation et à la financiarisation. Et ce nouveau modèle de ville, il remet en cause un des principes fondamentaux de l'urbanisme contemporain et moderne. C'est l'idée qu'il ne faut pas construire la ville sur la mobilité et la circulation. L'espace n'est pas seulement le terrain sur lequel on circule le plus vite possible, évidemment en voiture ou autrement, et comme ça. Il faut au contraire revenir ou construire des nouveaux modèles urbains que l'on voit se développer dans un certain nombre d'endroits et qui font appel à des nouveaux droits, justement. Et ces nouveaux droits, on ne sait même pas encore comment les appeler vraiment. Ce sont ceux qui se construisent. Par exemple, regardez le débat sur le droit à la nature. Est-ce que c'est le droit de la nature? Est-ce que c'est le droit à la nature? Est-ce que c'est le droit de l'espèce humaine dans la nature? Et donc, effectivement, ces nouveaux droits sont des droits en train de se définir. Il y a beaucoup le droit de la libre circulation, par exemple, pour les migrants. Il y a toute une série de nouveaux droits qui sont un peu les droits de la prochaine révolution. Eh bien, le droit à la ville fait partie de cette catégorie de droits. Il ne doit pas être seulement un droit qui prolonge les droits anciens, il doit être un nouveau droit à inventer qui contribue à une transformation globale. Donc voici un peu la première idée sur pourquoi le droit à la ville est important et peut constituer une piste. Alors, la deuxième idée, c'est que nous avons, au niveau de l'Africité, retenu cette idée, construire l'Afrique à partir de ces territoires. Ce qui s'est passé à Africité, c'était une rencontre de 2500 élus locaux africains, de 50 pays africains, plus 500 élus locaux d'autres parties du monde. Eh bien, cette réunion était très intéressante parce qu'elle a montré l'importance des élus locaux dans la construction des nouvelles formes de démocratie. Et elle a montré notamment, vous savez, il y a un élément qui s'est produit à Africité qui était très intéressant. 3 chefs d'État anciens, Thabo Mbeki, Nicéphore Soglo, qui a quand même un avantage, c'est un des rares qui, après avoir été président, est devenu maire de Cotonou. Parce que d'habitude, il y a beaucoup de maires qui deviennent présidents, mais c'est rare que des présidents deviennent maires après. Et donc, effectivement, le troisième, c'était Pires, du Cap-Vert. Et donc, ces trois chefs d'État ont dit, mais nous avons été chefs d'État, nous n'avons pas accepté l'idée que le local était fondamental. Nous n'avons pas été assez loin par rapport à ça. Et ils étaient là dans des sessions, ils prenaient des notes, c'était assez impressionnant. Et de ce point de vue, la stratégie qui a été définie un peu, qui s'est dégagée dans l'Africité, c'est que pour construire une nouvelle société, il faut partir du local. Du local parce que c'est là que se fait la participation et le début et surtout la proximité. Et partir du local, c'est une manière de refuser le modèle de développement de l'ajustement structurel et de refuser le modèle de développement de la financiarisation. Et à partir du local se pose la question de reconstruction, de redéfinition de l'espace national. De redéfinition de l'espace national, parce qu'il est nécessaire d'avoir des espaces nationaux, mais il faut redéfinir la souveraineté, les formes de démocratie, les formes de citoyenneté, et donc redéfinir